Donc, Voix des jeunes, je pense que c'est une plateforme, c'est une occasion pour les jeunes de s'exprimer, de comment faire, d'échanger, de montrer qu'ils ont quelque chose dans leurs mains. Voilà, parce que comme je disais, il y a la manière de s'exprimer. On peut bien s'exprimer et puis on peut mal s'exprimer. Je ne parle pas du thème français, je ne parle pas de l'expression française ou quoi. Je parle du comportement, de l'attitude, des thèmes qu'on doit traiter ou qu'on doit expliquer ou bien dans lesquels on doit s'exprimer. Aujourd'hui, c'est beaucoup d'amusement, c'est beaucoup d'attachement, voilà, des choses inutiles. Autant des jeunes qui ont besoin d'avoir des plateformes d'expression, qui ont besoin de mettre les idées, d'échanger aussi, de partager des projets ensemble, des idées. Donc je pense que Voix des jeunes, c'est une très bonne initiative, c'est un très gros projet. Et nous, en tant que, disons moi, en tant qu'ambassadrice nationale de l'UNICEF, ce sont aussi des projets auxquels je suis un peu lié par mes actions sur le terrain et puis parce que mon combat c'est pour la cause des enfants, mais pour les jeunes aussi vulnérables. Que vous ayez remporté ou que vous n'ayez pas remporté ou tapé poteau, tu vas taper poteau dans la compétition, là, tu n'es pas primé, il ne faut pas toquer à se gâter. Voilà, non, c'est la solution que tu apportes là. Prie pour que cette solution puisse avoir de l'impact sur la vie des jeunes filles. Là. Pour ne pas être très long, c'est ce que je tenais à vous dire, que Dieu vous bénisse. Vous suivez toujours le premier plateau éliminatoire de Voix des jeunes Côte d'Ivoire, la 3e saison. On a eu droit, il y a un moment, au passage du groupe Pigier avec sa solution Sciences et Elles pour relever le taux de jeunes filles dans les filières scientifiques en Côte d'Ivoire. À la suite, l'université Jean Laurugnon Guédé nous a présenté Guedasso, une solution pour la réinsertion et l'autonomisation des jeunes filles mères. Et finalement, l'université de Bouaké avec sa solution Femmes modèles d'avenir pour lutter contre la précarité des jeunes filles déscolarisées. À qui le tour? Nous le découvrons avec notre enveloppe suite au tirage. L'heure est au passage de l'université Péléforo Bon Coulibaly de Korogo. Noura, jeune fille de 10 ans, est handicapée sensorielle de naissance. Elle désire aller à l'école. Mais comment faire? Ses parents décident de l'inscrire dans une école adaptée à sa situation, une école inclusive. Mais tenez-vous bien, cette école est située à plus de 80 km de sa localité et de destination. Avec le problème de tutorat, Noura est obligée d'arrêter les cours. Elle retourne donc à sa localité et ses parents n'ayant plus les moyens décident de la donner au mariage. À 10 ans, imaginez-vous, une jeune fille à 10 ans mariée, Noura fait une dépression et elle perd la vie. Face à un tel drame, quelle solution pour que les jeunes filles en situation de handicap aient accès à l'éducation? La réponse à cette question, ça a donné de faire des investigations dans la communauté. Et après le diagnostic communautaire, nous avons consacré notre présence à chercher pourquoi est-ce que ces filles étaient encore à la maison. Et là, nous avons vu qu'environ 396 femmes dans la grande région du Poro sont handicapées et dont 54 jeunes filles. Nous avons donc fait une immersion dans la communauté et nous avons encore vu qu'à Sirasso, 53 personnes par notre équipe ont été recensées, dont 17 jeunes filles en âge d'aller à l'école. Avec tous ces chiffres et ces diagnostics, retenez s'il vous plaît que la situation précaire de ces personnes donne à leurs parents de penser qu'elles sont des personnes maudites et qu'elles carrément elles doivent être rejetées par la société. Nous voulons donc donner un nouveau départ à travers cette solution. Une adaptation d'une école primaire aux standards internationaux d'une école inclusive. C'est vrai, nous voulons un nouveau départ avec une école. Mais d'abord, il faut passer par l'élaboration de la base de données des filles. Et après tout cela, nous allons faire une campagne de changement de comportement, à ce qui veut dire que ces personnes stigmatisent ces personnes-là. Elles les rejettent carrément parce qu'elles disent qu'elles sont une charge pour leur famille. Et après ça, nous avons décidé donc, si nous parlons d'école inclusive, il y a l'écriture braille et le langage des signes qui vont entrer en ligne de compte. Il faut donc former des enseignants à ces métiers-là. Et c'est ainsi que nous avons recensé des enseignants que nous avons formés. Et après tout ça, nous avons constaté ces résultats.
Nous avons donc décidé d'installer des rampes pour un bon début d'implémentation, parce qu'il faudrait que ces personnes n'aient pas de problème de mobilité pour les handicapés moteurs. Ensuite, nous avons pu scolariser une fille de 9 ans et encore, nous avons fait une création de mères, nous avons fait un réseau de mères de ces jeunes filles, parce qu'il faut dire que l'éducation coûte très cher. Alors, comment maintenir ces filles dans le système s'il n'y a pas de moyens? Nous avons donc décidé que les mères fassent une activité. Et ensemble, avec les revenus de la communauté, elles ont désiré faire la production du beurre de karité. Et c'est cette production, avec ces revenus, que ces mères pourront donc donner la possibilité à leurs enfants d'être à l'école et d'y rester. Comme nous, ces filles ont des rêves. Et permettons-leur de les réaliser. Félicitations pour le travail que vous avez abattu. Je ne connais pas Sirasso, mais je pense que ça doit être à quelques kilomètres de Korogo, je pense. Donc, à 70 km. 70 km. Donc on ne peut que vous féliciter pour avoir fait le chemin, pour aller sur le terrain et puis prélever des données et apporter une solution à un problème que vous avez identifié. Alors, la question qui me vient à tête tout de suite, c'est le type de handicap que, en fait, quel est le type de handicap que vous adressez dans votre projet, c'est-à-dire votre cible? D'abord, il faut dire que le type d'handicap que nous prenons en compte, c'est tous les types d'handicap. Les handicapés moteurs, les sourds-muets, et les sourds-muets et communément appelés les bobos dans nos langages. Maintenant, il faut dire qu'on a réussi à scolariser une jeune fille à handicap moteur. Pour les autres types d'handicap, c'est-à-dire sensoriels, nous attendons d'abord de former les enseignants à cet effet qu'ils aient une formation adaptée pour qu'à leur tour, ils puissent dispenser ces cours à l'écriture braille et au langage des signes par rapport, c'est-à-dire dispenser ces cours-là aux handicapés sensoriels. Voilà, donc. Par rapport aux rampes, il faut dire qu'il y a un deuxième volet de la solution qui est la création de l'association des mères des jeunes filles en situation de handicap. Cette association va générer des fonds et ces fonds-là sont sous la tutelle d'une association des personnes handicapées de Sirasso, communément appelée la CRAPHP, qui est sous une coordination régionale de Korogo. Donc cette association aussi va gérer les fonds puisque ces fonds sont sous sa tutelle. Donc si les rampes sont dégradées, on pourra certainement affecter une partie de ces fonds à la réhabilitation de ces rampes. Voilà, merci. Moi, ma question, c'était autour de l'enabling environment, c'est-à-dire tout ce qui est environnement autour de ces jeunes filles-là. Je prends l'exemple de la jeune fille handicapée moteur que vous avez pu scolariser. Il faut déjà regarder toutes les politiques autour des personnes handicapées, le système éducatif, parce qu'après, s'il n'y a pas les infrastructures en place, par exemple, pour qu'elle puisse même partir avec sa chaise jusqu'à l'école, par exemple, la route n'est pas bitumée, il n'y a personne pour la pousser. Après, si elle doit transférer de sa chaise encore à son banc, il faut des bancs adaptés. Il y a tout un système à mettre en place autour de ces personnes-là. Donc, je rejoins mon autre membre du jury ici autour de vraiment avoir une cible précise et avoir des solutions qui sont un peu plus centrées autour de l'environnement, autour de ces personnes-là, pour s'assurer qu'on ne répond pas juste à un problème et les autres aussi restent autour. Donc, voilà. Il faut dire aussi que nous avons fait des campagnes de sensibilisation et des CCC, la communication pour le changement de comportement avec les parents de ces enfants. Donc l'environnement a été déjà assaini. Donc les parents comprennent mieux parce qu'au début, les parents ne comprenaient pas le handicap de l'enfant. Quand un parent ne comprend pas le handicap de l'enfant, c'est très dangereux. Donc nous avons fait des CCC avec des familles. Donc déjà l'environnement est déjà assaini. Et les parents sont prêts à pousser l'enfant dans sa chaise jusqu'à l'école. Et vraiment, même les élèves ont été aussi avec les CCC à l'école, vous avez vu tout à l'heure. Je crois que les élèves sont prêts même à pousser ceux qui marchent, qui sont dits normaux, sont prêts à aider ceux qui sont en situation de handicap. Donc l'environnement est déjà assaini avec les CCC et les sensibilisations. J'espère que vous savez que vous touchez un point sensible de la politique éducative en Côte d'Ivoire. Moi, je vais juste vous poser une question, après tout ce que vous avez dit, parce que si je vais rentrer dans les détails, je sais que
on ne va pas s'en sortir. Est-ce que vous croyez en l'école inclusive? Vous y croyez? Oui. Il ne suffit pas de dire oui. Hein. Il faut me dire pourquoi vous y croyez. Oui, on y croit. Oui, nous croyons à l'école inclusive en Côte d'Ivoire parce que déjà, si Noura, dont on parlait tout à l'heure, est allée à l'école jusqu'à plus de 70 km à Korogo, c'est que l'école inclusive existe déjà à Korogo. L'école inclusive existe à Korogo, mais comme la localité de Sirasso, qui est à plus de 70 km, et pour qu'un enfant en situation de handicap aille à l'école, dans une école inclusive, on doit emmener l'enfant jusqu'à Korogo, pour que c'est une seule école qui pratique l'école inclusive pour le moment. Donc nous croyons à l'école inclusive, et nous croyons que si l'école inclusive a existé dans la localité de Korogo, à Sirasso, par la grâce de Dieu, l'école inclusive peut s'y installer. D'accord. Oui. J'arrive. Hein. Je vais juste expliquer une situation. En Côte d'Ivoire, les normes pour que les enfants aillent à l'école, c'est que l'enfant ne doit pas faire plus de 3 km pour aller dans une école. Ça, c'est pour tous les enfants qui sont normaux. Là, lui, il a déjà... Le handicap, là, ce n'est pas le truc physique que l'on voit. Le handicap, c'est la limite que la société présente à la personne qui est en face. Là, on dit que Noura doit aller à l'école jusqu'à Korogo, 70 km, Sirasso. Donc, un enfant normal même, c'est déjà compliqué. Et comme elle est handicapée, il sera difficile pour elle d'avoir un tuteur, n'est-ce pas? Ça, c'est Noura qui est handicapé moteur. Moi qui suis assise, mon frère, il est handicapé moteur, mais il est allé handicapé moteur, c'est ça? Sensoriel. Sensoriel. Noura, c'est pas celle qui était dans la chaise? Non, non, non. Ah, c'est pas elle. D'accord, ok. Moi, mon frère, il est handicapé moteur, mais il est allé à l'école jusqu'en terminale. Vous comprenez, non? Pour vous dire que les handicaps moteurs, on les accepte. Mais les autres types de handicaps dont vous parliez, parce que vous n'avez pas tous les types de handicaps, vous avez deux que vous avez visés, n'est-ce pas? Le handicap sensoriel en général, donc les sourds, muets et puis les aveugles. C'est bon que vous alliez pour former les enseignants, mais je vous pose encore la question, croyez-vous en l'école inclusive? Parce qu'aujourd'hui, les débats sont hauts. Parce que les regards des enseignants même ne sont pas bons pour ces enfants. C'est pour ça que je vous pose la question. Là, vous avez conduit la petite là à l'école, vous l'avez soulevée, vous l'avez déposée. Qui le fera quand vous ne serez pas là? Peut-être que c'est parce que vous êtes là, que truc, mais je me dis, est-ce que vous avez pris combien de temps pour faire la sensibilisation et autres? Je suis désolée, c'est mon domaine, donc je me sens vraiment, vraiment concernée, parce que ce n'est pas des choses qui se font en 2 semaines, en 1 mois, en 2 mois, non. Si vous êtes là, le parent, peut-être pour un premier temps, il va vous dire oui, il n'y a pas de problème, parce que la perception qu'on a du handicap en général, c'est que la personne handicapée, elle est inutile. Donc, en 2 mois, vous ne pouvez pas réussir à changer ça. Donc, c'est pour ça que je demande, que pensez-vous de l'école inclusive? Et puis, vous pensez que votre projet, il peut être pérennisé après vous? C'est vrai qu'il y a le complexe socio-éducatif. C'est vrai. Mais j'ai encore des doutes parce que même le complexe socio-éducatif n'a pas les moyens pour le faire. Je sais de quoi je parle. Eden, Sekou et Tonga viennent de partager avec nous leurs solutions sur cette question très préoccupante dans le système éducatif ivoirien. On les en remercie. Pas besoin à présent d'un tirage pour désigner le dernier groupe à faire sa présentation sur ce plateau éliminatoire. Place tout naturellement à l'université de Mans. Vanessa a 11 ans. Cela fait maintenant 5 ans qu'elle a perdu son père. 5 ans qu'elle ne part plus à l'école. Et comme si cela ne suffisait pas, sa mère souffre d'une maladie incurable et ne peut effectuer une activité. Donc pas d'argent, pas d'école. Pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa mère, Vanessa vend de l'eau glacée pour un ménage. En Côte d'Ivoire, de milliers de jeunes filles sont dans cette situation. Dans la région de Mans, précisément dans la localité de Maple, selon la direction régionale de l'éducation nationale, sur 100 jeunes filles, 46 seront inscrites au primaire, 36 iront au collège, mais seulement 19 filles atteindront le lycée, soit un total de 81 filles laissées sur le chemin. Où sont-elles? Que sont-elles devenues? Comme Vanessa, elles sont dans les ménages pour manque de moyens financiers. Comme Vanessa, elles sont dans les foyers pour des stéréotypes. Comme Vanessa, elles sont dans les rues
pour manque de suivi et d'encadrement. Comment les ramener ainsi que les maintenir dans le système éducatif afin qu'elles puissent participer au développement de notre pays? Mesdames et messieurs, chers membres du jury, quelle solution pour la scolarisation de la jeune fille en dehors de l'école? Mesdames et messieurs, chers membres du jury, la solution est le Centre de réussite scolaire, en abrégé CRS. Le CRS est un centre éducatif d'intégration et de réintégration des jeunes filles non scolarisées ou déscolarisées âgées de 6 à 12 ans dans le système éducatif formel. Son objectif, attribuer des bourses aux jeunes filles en début d'année scolaire et dispenser à celles-ci des cours de mise à niveau répartis selon 3 niveaux, le CP, le CE et le CM, pour leur permettre d'avoir le niveau requis. Comment fonctionne le centre de réussite scolaire? Nous avons utilisé 3 salles de classe de l'école primaire de Théâple-Cavalli à titre de bâtiment officiel pour abriter les cours. En effet, les cours se déroulent sur les 9 mois de l'année scolaire et sont dispensés par 3 enseignants bénévoles. Les jeunes filles y prennent des cours de lecture, écriture et calcul 2 fois par semaine en dehors des heures de cours formelles, soit le mercredi soir et le samedi matin. Ce programme vise à accorder une éducation de qualité aux jeunes filles, non seulement, mais également à empêcher la non-scolarisation et la déscolarisation des jeunes filles. Par ailleurs, grâce à notre plaidoyer auprès de l'inspecteur de l'enseignement préscolaire primaire de Maples, nous avons pu scolariser 20 jeunes filles pour cette année scolaire et initier celles-ci au programme de cours de mise à niveau. Mesdames et messieurs, chers membres du jury, pour financer ce programme, nous avons mis en place une coopérative agricole produisant essentiellement du maraîcher. Nous avons donc commencé par la culture de l'haricot vert sur une superficie d'1 hectare octroyée et nettoyée par le village. Ce qui implique ce qui traduit plutôt l'implication de la communauté, grâce au plaidoyer fait auprès de la chefferie villageoise et à l'appui de Madame le sous-préfet. Les personnes ressources engagées pour entretenir ces cultures sont donc les femmes et les jeunes de Théâple-Cavalli. Pour garantir l'implication de la communauté et la pérennité du projet, un comité de suivi a également été créé, composé de 5 hommes et 5 femmes. Chers membres du jury, la connaissance a du pouvoir. L'information est libératrice. Et l'éducation est la prémisse de progrès dans chaque société, dans chaque famille. Ces propos de Kofi Annan doivent guider chacun d'entre nous pour une Côte d'Ivoire plus forte et prospère grâce à une éducation inclusive de la jeune fille. Alors, ouvrons une brèche face à l'urgence du changement. Très bien, encore félicitations pour cette belle présentation. Mais je suis vraiment désolée, mais toute votre présentation n'a pas répondu au premier exemple que vous avez donné. La première fille que vous avez donnée en exemple, son père est décédé et sa mère est malade, donc elle avait besoin d'argent. Et la problématique, il y a un grand nombre de jeunes filles, c'est pas qu'elles ne veulent pas aller à l'école, c'est pas qu'elles n'ont pas le soutien de leur famille, elles sont dans des situations précaires et veulent gagner de l'argent. Je sais que vous avez parlé du terrain ou de générer des revenus, mais c'est plutôt pour la bourse et pour scolariser ces jeunes filles-là. Maintenant, après, celles qui veulent générer de revenus maintenant, parce qu'après, il faut qu'on réalise que l'éducation, c'est un investissement à long terme. Tu mets ta fille à l'école jusqu'au bac, après encore, il faut attendre peut-être l'université ou bien faire des formations pour pouvoir travailler. Quelle est votre solution pour celles qui veulent gagner de l'argent maintenant parce qu'elles ont des situations précaires? Son père est mort, elle doit manger, elle doit survivre. Qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, cette solution permet à celles qui ont l'envie d'aider les autres sans pour autant aller à l'école d'y gagner en ayant des fonds après les ventes des produits. Parce qu'on a bien dit, il y a 40% qui sont alloués aux femmes. C'est vrai, les jeunes les aident, mais les 40% reviennent à des femmes qui sont dans le village, mais qui ne peuvent plus aller à l'école ou bien veulent arrêter. Et celles qui veulent partir à l'école, les 50% restants sont dédiés au paiement des honoraires des enseignants qui les suivent et les bourses également.
Mais la question que je vais vous poser ici, là, maintenant, c'est de savoir, ces enfants que vous formez, quel est leur débouché? Qui les prend en charge quand ils... Je veux dire, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Puisqu'ils sont en marge du système éducatif normal. Qu'est-ce que vous avez prévu pour eux? Parce qu'elle va aller au CM1, CM2, je ne sais pas. Après, qu'est-ce qu'elle devient? Parce que est-ce qu'elle passe l'examen national? Quelle est la passerelle qui est prévue? Je suis un peu perdu. Est-ce que vous pouvez me situer un peu sur ce sujet-là? Merci. Merci beaucoup. Il faut dire que ces enfants sont d'office scolarisés. Donc, comme ce sont des jeunes filles non scolarisées ou déscolarisées, elles prennent des cours comme les autres. Mais pour pallier à leur niveau, elles prennent des cours encore en dehors des heures de cours formels qu'elles reçoivent. Donc, du coup, elles vont venir prendre des cours les mercredis soirs et les samedis matins pour compléter ce qui est donné à l'école, pour qu'elles puissent avoir un niveau complètement assez, je dirais, propre pour passer en classe supérieure. J'avais la même question, hein. Mais là, vous répondez, ça me laisse un peu perplexe. Parce que quand j'ai regardé, j'ai eu l'impression que c'était ce qu'on appelle, entre griffes, une classe passerelle. Une classe passerelle, c'est quoi? C'est-à-dire, je suis déscolarisé, c'est-à-dire que je suis allé à l'école, ou bien j'ai encore l'âge d'aller à l'école, mais on ne m'a pas inscrit à l'école. Donc, normalement, ça commence pour les enfants à partir de 9 ans, qui ne sont jamais allés à l'école, 9 ans. On les prend, on les met dans une classe qu'on appelle CP, où ils vont faire en une année le CP1 et le CP2 en même temps. Et comme ça, on les intègre. Soit on les met dans le circuit, peut-être au CP2, soit en fonction du niveau des résultats de l'évaluation, il va aller soit au CE1, CE2, ça dépend. Maintenant, quand je suis déscolarisé, c'est la même chose. Peut-être que je suis allé à l'école, je me suis arrêté au CE1 ou bien au CE2. On me met dans une classe passerelle pour me remettre à niveau et puis on m'insère dans le système normal. C'est comme ça que je pensais que le projet était. Mais là, vous répondez pour dire non. Ils vont à l'école et puis les mercredis et les samedis, ils font, si vous voulez, ce qu'on appelle des cours de renforcement. Désolé, je n'ai pas compris. D'abord, lorsqu'elles sont sélectionnées sur les critères de celles qui ne vont pas à l'école et qui sont démunies. Ensuite, lorsqu'elles sont sélectionnées, elles ont d'abord des cours de remise à niveau. Ensuite, c'est un peu comme l'école passerelle. Mais l'école passerelle, eux, après l'insertion des jeunes filles, ils délaissent les jeunes filles. Nous, ce n'est pas ça. Nous les remettons à l'école et ensuite nous essayons de maintenir leur niveau. C'est-à-dire, nous faisons la suivi de leur niveau. C'est-à-dire, à chaque fois qu'elles avancent, à chaque fois, on essaye de voir leur niveau. Et on essaye de les perfectionner afin que ces filles-là soient meilleures que celles qui étaient dans le système éducatif. Mesdames et messieurs, vous venez de suivre comme nous à la maison les 5 présentations de solutions communautaires de nos chères équipes participant à ce plateau éliminatoire. Sciences et L, Guedasso, Femmes modèles d'avenir, Nouveau départ et CRS. Quelles solutions auront persuadé ou convaincu le jury avant le verdict qui va tomber dans une poignée de minutes? Prenons tout de suite les avis généraux de nos chers jurés sur ces présentations. Alors, monsieur, mesdames, sentiments après ces 5 passages? Merci. Alors, j'ai un sentiment de satisfaction globale, vu que les étudiants ont mis beaucoup d'efforts pour se déplacer sur le terrain, collecter des données, essayer d'identifier des problèmes, apporter des solutions et ensuite venir nous les présenter. Et on ne peut qu'être satisfait. Ça mérite des applaudissements qui... Au moins, ces applaudissements-là, on le mérite dans un premier temps de vous déstresser un tout petit peu. Alors, ceci dit, monsieur Plébou, nous allons maintenant passer avec vos chers collaborateurs. Quelles sont les équipes qui vont enfin voir le plateau de la finale de Voix des Jeunes, la 3e édition, Côte d'Ivoire? Nous sommes tout oui. Très bien. Donc, je tiens d'abord à féliciter vraiment toutes ces équipes-là pour leur effort. Franchement, à travers les présentations, les vidéos, on voit comment ils se sont impliqués, non seulement sur le terrain, mais ensuite à la recherche de solutions assez innovantes, ambitieuses, mais vraiment pour résoudre des problèmes, des maux
voilà, auxquels on fait face dans nos sociétés. Donc on va commencer avec le 5e groupe, qui est Pigé, avec 27 points sur 45. Le 4e, qui est Boaké, avec 28 sur 45. Après, on a Mans, qui a 30 points, point 3 sur 45. En 2e place, on a Daloa, avec 31 sur 45. Et en première place, nous avons Korogo avec 33,3 sur 45. Félicitations! Après concertation, le jury a décidé d'éliminer une équipe au lieu de 2, ce qui signifie que 4 équipes poursuivront l'aventure. Voilà. Un grand merci aussi à notre jury expert. Merci beaucoup à vous, Madame Rokia Touré, épouse top, à Monsieur Plébou Kwasi, à Madame Afou Touré Samb. Merci effectivement pour vos lumières à ce programme, à nos coachs présents aussi à ce rendez-vous. Également, nous pensons à tous nos partenaires, à notre équipe technique et à vous aussi d'avoir suivi ce premier plateau éliminatoire. On va se donner rendez-vous tout en félicitant tous ceux qui se sont sélectionnés pour la finale, pour la prochaine étape. Attention, l'aventure continue, l'aventure Voix des Jeunes avec le prochain bootcamp qui sera très spécial dans la ville portuaire de San Pedro. Nos 4 équipes retenues apprendront bien sûr à réconceptualiser, à lever des fonds pour donner, disons, une grande mesure à leur projet. Allez, face à tous les problèmes communautaires qui nous entourent, non seulement sur le continent, mais aussi dans ce pays, la critique n'est pas la solution. Au contraire, nous devons apporter nos contributions car nous sommes Voix des Jeunes. Alors, soyons solutions! Allez, bon week-end à tous.